Merci. Alors maintenant, on va passer à nos porteurs de projets. Donc peut-être WeMove pour démarrer. Pourquoi est-ce que vous avez fait appel à l'impact investing? Alors bonjour, donc je ne vais pas utiliser le même vocabulaire. Voilà, il y aura moins d'anglais encore qu'avec WeMove. Voilà, on pourrait s'y attendre. Pas le même contexte non plus, puisque WeMove, c'est une association qui a été créée en 98 suite aux grèves, aux grandes grèves de transport en commun de 95. Ça doit vous parler un petit peu en ce moment. Comme quoi des bonnes choses peuvent sortir des grèves, et on espère qu'il y aura d'autres projets dans les prochaines années. Donc nous, WeMove, c'est une initiative étudiante qui a été créée pour répondre à un besoin de mobilité pendant les grèves. Les étudiants, les salariés avaient du mal à venir travailler, étudier à Nanterre, et donc ces étudiants ont mis en place un système de covoiturage pendant les grèves qui a très très bien fonctionné, mais qui est retombé finalement tout de suite après les grèves. Et donc ils ont souhaité créer une association pour faire perdurer le concept, et qui a fait ses preuves avec une mascotte humaine, des bénévoles et un premier salarié, pour faire la promotion, aider les gens à changer de comportement en termes de mobilité, puisque c'est pas simple de changer ses habitudes. Donc on s'est spécialisé sur la mobilité des étudiants. On s'est vite rendu compte que le covoiturage, c'était pas la solution miracle, et donc plutôt que de prendre le parti de faire du covoiturage étudiant partout en France, sur tous les campus, on s'est plutôt dit qu'il fallait ouvrir à d'autres modes de transport. On a été assez surpris de voir que les gens ne connaissaient pas l'offre de mobilité sur les territoires, et donc on a commencé à plutôt vouloir valoriser ce qui existait, et puis malgré tout constater des manques et proposer des solutions complémentaires, du vélo, et puis des gens qui savent pas faire du vélo, donc une vélo-école, et puis des vélos électriques, etc. Donc petit à petit, on a construit un concept de plateforme de mobilité, donc une sorte de guichet d'accueil qui prend en compte toute l'offre de mobilité du territoire, et qui aide les publics à se repérer dans cette densité aussi d'informations. Et puis en 2007, on a été contacté par les Bouches-du-Rhône pour adapter ce concept étudiant à la mobilité des demandeurs d'emploi. Ils avaient identifié que sur leur territoire, plus d'une personne sur deux avait refusé un emploi, une formation, pour faute de moyens de s'y rendre. Et donc, on a adapté ce concept de plateforme, de guichet unique, au fonctionnement du monde de l'insertion professionnelle, en travaillant avec des prescripteurs, les demandeurs, les pôles emploi, les missions locales, voilà, en s'intégrant finalement dans le paysage de l'insertion professionnelle. Et donc, cette première plateforme, fin 2008, avait accueilli plus de 1000 personnes, dont plus de 50% avaient retrouvé un emploi. Donc très rapidement, ça a été un succès, et on a été contacté par d'autres territoires pour aller développer ce concept ailleurs. Donc chez WeMove, on ne sait toujours pas dire non, on ne savait déjà pas. Donc on est allé à Valenciennes, dans le Gers, à Créteil, pour développer et puis aussi tester. Nous, on était curieux de savoir si notre dispositif qui avait fonctionné à La Ciotat, il pouvait fonctionner sur d'autres territoires avec des caractéristiques de mobilité différentes, dans l'urbain, dans le périurbain ou encore dans le rural. Et donc en 2011, on avait 9 plateformes de mobilité du même type. On avait finalement réussi à faire la preuve du concept. On avait maintenu un taux de retour à l'emploi autour de 45%. Donc ça tendait à dire que c'était une expérience réussie. On avait aussi réussi à démontrer avec l'aide de nos partenaires que pour 1 euro investi chez WeMove, 6 euros étaient économisés par la collectivité au sens large. Donc c'était un premier bilan plutôt positif. Et par contre, on a aussi fait des constats devant l'ampleur du besoin, des sollicitations de nos partenaires, et puis des besoins de nos usagers qu'on n'arrivait pas forcément non plus à couvrir, qu'il fallait passer à la vitesse supérieure. Et puis on avait, nous, en tant que gestionnaire aussi, bien évidemment, constaté que pour chaque plateforme ouverte, notre besoin de trésorerie augmentait sensiblement. Et puis si on ne l'avait pas remarqué, le banquier était là aussi pour nous le faire remarquer. Donc à ce moment-là, j'allais dire, comme n'importe quelle entreprise, on est allé voir notre banquier et on lui a dit que qu'on souhaitait continuer à développer nos plateformes un peu partout en France et faire un plan de développement ambitieux. Donc là, il nous a dit que c'était formidable ce qu'on faisait,
mais qu'ils étaient assez engagés dans l'association et que notre modèle économique était quand même un petit peu trop atypique. Alors atypique, c'est jamais un compliment dans la bouche des banquiers. Et donc, bon, on ne s'est pas découragé, on a pris notre bâton de pèlerin, on n'a pas beaucoup quitté depuis, et on est allé rencontrer d'autres investisseurs et on a atterri chez BNP Paribas et l'équipe qui gère l'investissement socialement responsable. Et donc pour nous, c'était bon, déjà c'était une belle rencontre. On leur a dit qu'on était payé à 36 mois par l'Europe. Ils ne sont pas partis en courant, donc on s'est dit que c'était bon signe. Et puis ils ont été à l'écoute aussi bien dans les rendez-vous de notre projet social que de nos ratios financiers qui n'étaient pas forcément très bons comparés à des entreprises classiques. Donc on a reçu une écoute et une attention qui nous a aussi plu. Et donc on a pu, grâce au soutien finalement de BNP Paribas, l'investissement socialement responsable, avoir des financements à des taux intéressants aussi, puisque c'est pas tout de trouver des financements, encore faut-il pouvoir les payer les intérêts. Et donc c'était pour nous intéressant d'être financé par ce biais-là, par de l'investissement socialement responsable. Ça nous plaisait aussi, ça bouclait un peu la boucle de notre projet. Et donc, grâce à ce premier soutien, on a pu passer de 9 à 25 plateformes. Voilà. Et ça fait combien de personnes accompagnées, 25 plateformes 10 000. Voilà. Merci. Anne, par an, 10 000 par an. Anita, donc, vous êtes une association donc, avec un modèle économique particulier, non marchand. Alors, comment est-ce que vous vous financez ? Oui, bonjour. Nous, tout à fait, on est sur un modèle un petit peu différent que celui de WeMove. On est financé principalement, donc on est plutôt sur la flèche qui vous était présentée tout à l'heure, on est plutôt à gauche. On est financé principalement par des entreprises qui font du mécénat, aussi par de la taxe d'apprentissage, vu qu'on peut en bénéficier. Et puis par des subventions publiques qui sont en minorité aujourd'hui dans notre business model. Et ce qui est intéressant de voir, on est aujourd'hui à un moment très stratégique de notre développement, vu que comme tu l'as mentionné tout à l'heure, on est issu en fait de la fusion de 2 associations, ce qui est très très rare dans le milieu associatif et encore plus rare dans le milieu de l'éducation. Donc 2 associations, Fratelli et Passeport Avenir, et avec un plan de développement stratégique assez ambitieux qui vise à un développement très fort de multiplication, non pas 1 + 1 = 2, mais 1 + 1 = 10 en 3 ans. Donc on se pose beaucoup les questions de financement, évidemment, pour réussir à atteindre nos objectifs qui sont donc d'éliminer les biais sociaux à l'orientation, l'éducation et l'insertion professionnelle, comme tu le disais tout à l'heure. Et alors, donc, vous n'êtes pas éligible à l'impact investing, mais donc vous avez décidé de vous lancer dans la création d'un contrat impact social. En tant qu'association, on aurait pu, mais vu les métiers que nous on développe, on n'était pas, c'était pas des solutions qui nous convenaient. Par contre, le contrat sur du 100% subvention, hein, si je me trompe pas. Non. Alors subvention publique, c'est 30%, mais sinon c'est du mécénat. Subvention au sens public ou plus mécénat. Voilà, ou privé plutôt. Exactement. En tout cas, c'est pas la première étape vers l'investissement socialement responsable, c'était le contrat impact social. Donc nous, on a été contactés par Citizen Capital, qu'on connaissait bien, qui était assez aligné avec nos enjeux et qui nous a parlé du contrat impact social, qu'on avait suivi de loin jusqu'à maintenant. Et puis on s'est dit pourquoi pas y aller. Donc nous, il y avait plusieurs raisons qui ont fait qu'on a opté pour cette solution-là. La première, c'était qu'on avait besoin et envie de se développer sur des territoires sur lesquels on n'allait pas ou très peu jusqu'à présent. Et ça, c'était les zones rurales. On travaillait beaucoup sur les zones urbaines, sur les quartiers prioritaires de la politique de la ville, et c'était satisfaisant, mais ça ne nous permettait pas d'aller dans ces autres zones qu'on estimait clés quand même sur nos actions. Le deuxième, c'est qu'on n'avait pas de business model pour le financer. C'était une des raisons pour lesquelles on n'y allait pas. C'est-à-dire qu'on est principalement financé par des entreprises qui nous mettent à disposition de l'argent, mais aussi des collaborateurs qui s'investissent à nos côtés, vu que la partie engagement est très très forte chez Article 1. Et donc, c'était des bassins où il y avait très peu d'entreprises ou de plus petites entreprises, donc notre modèle ne fonctionnait pas aussi bien.
Il y avait ça. La troisième raison, c'était qu'on avait une habitude forte de la mesure d'impact, vu qu'on avait déjà fait une étude SROI, donc retour social sur investissement, il y a en 2012, donc les deux associations l'avaient fait. Donc on avait cette habitude-là, ça ne nous faisait pas peur et au contraire, on avait envie de pouvoir le pousser un peu. Et puis, quatrième raison, c'est qu'on était habitué en fait à travailler avec différents écosystèmes qu'on essayait de mettre autour de la table. Ce qui est très très fort dans notre ADN, c'est ça, c'est de se dire qu'on va mettre autour de la table des entreprises, des établissements d'enseignement supérieur ou des lycées, des ministères, et puis évidemment les jeunes et les bénévoles qui sont à nos côtés. Donc ça ne nous faisait pas peur et on avait envie justement de le pousser encore plus loin, de se dire qu'est-ce qui se passe quand on met autour de la table des investisseurs privés, la fonction publique, l'État, dans notre cas c'est l'État, des structurateurs avec lesquels on travaillait mais un peu en pointillé, et puis une association. Et donc là, vous en êtes où ? Alors c'est un long processus qui arrive bientôt à la fin de sa structuration. Mais on a déjà commencé la mise en œuvre opérationnelle à partir de janvier. Donc peut-être pour dire deux mots sur le contrat impact social, c'est un contrat qui vise à accompagner des jeunes de filières professionnelles en deux temps. Donc un côté pré-bac où on pousse vraiment des jeunes qui sont en filière professionnelle de l'enseignement agricole. Donc on est allé encore plus loin d'ailleurs sur le fait de toucher un public qu'on ne touchait pas avant parce qu'on travaillait surtout sur l'éducation nationale. Et je ne sais pas si vous le savez, mais l'enseignement agricole est géré par le ministère de l'Agriculture et non pas par l'éducation nationale. Donc nouveaux partenaires, nouvelles manières en fait d'appréhender aussi l'éducation. Donc pré-bac et suivre ces jeunes-là pour les pousser à aller plus loin, pour qu'ils ne se limitent pas dans leur choix, dans leur ambition, avec toujours ce triptyque qu'on utilise dans tout ce qu'on fait, qui est savoir, pouvoir et vouloir. Et puis sur le post-bac, plutôt l'accompagnement de jeunes en BTS, toujours sur les mêmes filières, de jeunes boursiers cette fois-ci, donc vraiment notre public cible, pour qu'ils ne décrochent pas, parce que le taux de décrochage est très très fort sur ces filières-là. Donc là, on a commencé à faire, on travaille sur deux régions, donc la région Hauts-de-France et la région Occitanie. On a déjà les établissements avec lesquels nous allons travailler et commencer en septembre avec les premiers ateliers, sans doute autour du mois de novembre. Et puis de l'autre côté, on boucle la partie structuration avec signature de contrat et puis structuration juridique et financière. Bien, merci. Donc Anne, chez WeMove, vous êtes aussi en train de structurer un contrat impact social. Je crois qu'on est dans le même, même bateau. Vous pouvez nous dire un peu pourquoi vous êtes lancé dans l'aventure Oui, alors déjà encore une fois, c'était un moment un peu stratégique pour l'association. Après avoir fini nos 25 plateformes, on s'est demandé 2 secondes ce qu'on allait faire. Donc on avait encore une fois la possibilité de continuer l'essaimage ou alors de plutôt faire davantage sur les territoires où on était présent. Donc on avait identifié notre modèle économique était assez efficace mais encore fragile. Donc à chaque création de plateforme, des levées de fonds supplémentaires. On avait aussi bien conscience que les financements des collectivités territoriales, qui sont nos principales sources de financement, sont quand même en décroissance. Donc on entendait les alertes. Et puis surtout, on avait en tête qu'en 2013, une étude a démontré que 7 millions de personnes, 20% de la population active française, étaient en difficulté de mobilité. Donc ce qu'on pressentait, nous, sur le terrain, là, on avait une étude réalisée par Auxilia pour le compte du laboratoire de la mobilité inclusive qui le démontrait, c'était pas que WeMove qui le disait. Donc là on s'est dit il va falloir passer à la vitesse supérieure et nous sur nos territoires, même là où on était, sans parler des zones blanches, on a vu qu'on n'avait que 2% des demandeurs d'emploi qui nous étaient orientés, alors même que 20% des gens a priori avaient besoin d'un accompagnement. Donc on s'est dit même là où on n'est pas encore à hauteur des besoins. Et puis on avait un process d'accompagnement unique un peu traditionnel dans l'insertion qui est de l'accueil physique de bénéficiaires, de l'accompagnement en face à face ou en collectif, etc. Donc on s'est dit que c'était peut-être un petit peu lourd aussi pour des gens qui n'avaient pas forcément besoin d'un accompagnement aussi important.
Donc avant de penser à un essaimage sur les 350 zones d'emploi où il y aurait besoin qu'il y ait des plateformes de mobilité en France, on s'est dit qu'on se devait d'améliorer notre accompagnement, de le rendre plus efficace, moins cher aussi au regard des financements qui diminuent. Et donc on avait un beau challenge à résoudre. Et donc on a décidé de se lancer dans la création de parcours d'accompagnement numérique en complément de notre accompagnement plus classique, physique, avec nos conseillers en mobilité. Donc notre objectif, c'était de pouvoir accompagner finalement davantage de personnes avec les mêmes ressources humaines, de pouvoir optimiser nos process, de gagner du temps et le vrai challenge, c'est de garder notre efficacité, d'améliorer notre impact social. C'est pas le tout d'accompagner 20 000 personnes plutôt que 10 000. S'il y en a toujours le même nombre qui retournent à l'emploi, nous à la fin on n'a rien ajouté de plus. Donc on a vraiment un challenge qui était pour nous important. Donc du coup, quand le contrat impact social, l'appel à projet a été lancé, on avait déjà l'idée du projet et puis on a quand même nous aussi la culture de l'évaluation et de chercher à mesurer l'impact social. Il faut avoir conscience que ça nous aide aussi dans nos relations avec nos financeurs. On n'est plus une association qui vient quémander de l'argent. On est une association qui met en place un service, qui rend service à des territoires, à des gens qui ont des obligations publiques, on va dire, de mettre en place des actions. Et donc pour nous, l'idée du CIS, c'était intéressant en termes de challenge, puisque y a quelque chose à réussir, et c'est assez dans notre culture d'entreprise. C'était intéressant pour nous en termes de démonstration, faire la démonstration, et pour nous-mêmes et pour l'externe, que le nouveau dispositif allait fonctionner. Et puis c'était aussi une façon intéressante de travailler en co-construction avec des acteurs avec lesquels on n'est pas forcément habitué à travailler. Donc voilà, nous aujourd'hui on a été partant d'entrée de jeu sur le contrat impact social. Aujourd'hui on est donc dans la phase de contractualisation. Nous aussi on a commencé l'action, on n'a pas attendu que les 9 contrats soient finis d'être signés, puisque sinon le projet aurait été décalé de 18 mois finalement. Est-ce que c'est maintenant qu'on parle des indicateurs de performance ou est-ce que c'est plus tard ? Oui, si tu veux. Pour vous donner une idée donc, des indicateurs sur lesquels est indexée la performance du contrat et donc les remboursements des investisseurs. Faut savoir que c'est un objet de frustration pour nous d'avoir uniquement 3 indicateurs. Nous, on en a tout un tas d'autres qui sont nos indicateurs de réussite complémentaires, on va dire, mais il fallait choisir. Il faut choisir des indicateurs qui sont facilement quantifiables, mesurables. Et on a mis 1 an à trouver des indicateurs facilement mesurables et quantifiables. Donc, ce n'est pas une mince affaire. Donc, nous, notre objectif, c'est d'accompagner davantage de personnes, finalement avec les mêmes ressources. C'est d'augmenter le nombre d'actions mobilité qui sont mises en œuvre pour les personnes, ce qui tend à démontrer un meilleur accompagnement, et d'améliorer l'implication de nos prescripteurs, donc les conseils emploi, les missions locales, dans l'identification, la prise en compte de la mobilité, dans les parcours professionnels des personnes qui les accompagnent, puisqu'aujourd'hui c'est une carence. Donc naturellement, vous êtes tourné vers votre partenaire bancaire pour structurer ce contrat impact social. Voilà, elle a été très courageuse, elle a fait les 70 réunions qu'on a dû faire depuis 18 mois sur la question, et puis il nous a aidé aussi à comprendre de quoi on parlait, des 4 côtés là. Il y en a 3, mais nous on se dit qu'il y en a 4 parce qu'il faut aussi que les gens comprennent ce que nous on fait et de quoi on parle. Donc c'est une belle aventure, un contrat impact social. Voilà. Alors le regard du financeur sur le sujet chez BNP Paribas, alors quel est votre rôle sur les contrats impact social ? Donc le contrat impact social, pour nous, on l'a pris comme un financement de projet, sauf que c'est un financement de projet avec une rentabilité sociale à la fin. Donc on savait faire la première partie, structurer un produit financier sur mesure, ça on a l'habitude de le faire, et ensuite il a fallu le faire sur mesure avec un impact et aller expliquer que les cash flows qui allaient venir rembourser ce produit financier, c'était de la performance sociale. C'était pas du tout est-ce que ça permettrait de dégager une rentabilité, mais est-ce que le projet permet de dégager de l'impact social. Et donc ça, évidemment, ça a été on a été vu un peu
avec un regard un peu sceptique, on va dire, mais ça, on a l'habitude quand on crée des projets à impact. Donc c'était en fait comment mettre au service d'un projet social une expertise de structuration. Donc le structurateur, donc ça c'était effectivement un mot un peu un peu barbare qu'il a fallu expliquer. Donc c'est un peu l'architecte du projet, c'est celui qui va coordonner un peu les différentes relations entre les parties prenantes, qui va surtout créer le produit financier sur mesure qui valorise l'impact social et comment en fait on arrive à faire en sorte que des flux financiers soient indexés sur un impact social. Et donc c'est ça qui est assez, justement nouveau dans ce contrat. Ce qui est très intéressant dans ce contrat, c'est que par rapport à ce triptyque risque, rentabilité, impact, et ben cette fois-ci l'impact il n'est pas en compensation d'une moindre rentabilité, mais au contraire plus il y a de l'impact et plus il y a de la rentabilité, puisque l'impact il est directement indexé sur la rentabilité. Plus il y a de l'impact et plus le bénéfice des investisseurs va être augmenté. Donc c'est vraiment aussi une vision assez nouvelle aussi de voir ce triptyque. Donc voilà, donc on coordonne les différentes parties prenantes, on crée ce produit sur mesure, on essaye donc de dessiner aussi un produit donc financier qui soit adapté aux différentes parties prenantes, parce que quand on a des investisseurs qui peuvent être des fondations, des banques, parfois des entreprises classiques, toutes ne peuvent pas investir de la même façon. Donc le véhicule financier dans lequel ces investisseurs-là vont investir doit être adapté à la fois aux investisseurs, mais aussi aux projet social, parce que quand on est une association, c'est pas pareil que quand on est une entreprise, et donc le porteur de projet social aussi a des contraintes juridiques, et donc il faut arriver à concilier finalement toutes ces contraintes, à évaluer le risque pour chacun et faire en sorte que ce risque il soit minimisé pour chacun, à faire aussi beaucoup de pédagogie finalement financière auprès des pouvoirs publics, auprès des porteurs de projets, auprès des investisseurs à impact, de façon à finalement coordonner tout ça. Donc trouver le produit le plus adapté, et également ensuite toute cette notion de mesure d'impact, donc qui est au cœur du contrat impact social. Il faut que le porteur de projet ait une certaine maturité, il faut qu'il ait un track record de comment mesurer son impact, il faut qu'il ait l'habitude finalement d'avoir traité des projets innovants, parce que c'est très chronophage un contrat impact social, donc il faut pouvoir s'investir dans le montage d'un contrat impact social. Donc cette maturité en fait on la recherche au niveau du porteur de projet. Il faut que les indicateurs, mais ça c'est le rôle de l'évaluateur aussi, soient incontestables, mesurables, parce que quand on arrive à un contrat impact social, ça peut durer longtemps. Quand on arrive à terme, il faut que tout le monde soit d'accord sur l'indicateur qui a été prédéfini. Il ne faut pas qu'on puisse dire « Ah mais oui, mais on n'avait pas dit si… » Donc il faut que tout le monde soit d'accord. Et c'est ça qui est très important. C'est ça le fondement pour moi d'un contrat impact social, c'est la relation de confiance qui se crée entre toutes les parties prenantes. Il faut que tout le monde ait envie que ça réussisse. Il faut qu'on soit d'accord ex ante. Il ne faut pas chercher la perfection. Ça a été aussi des renoncements parfois de se dire bon bah j'aurais peut-être pas mesuré ça si j'avais été complètement libre, mais l'idée c'est de trouver le meilleur dénominateur commun qui convienne à tout le monde et de partir là-dessus, de faire des renoncements parfois, mais de se mettre d'accord. Et une fois qu'on s'est mis d'accord et qu'on s'est mis en confiance tous ensemble, à ce moment-là ça peut démarrer. Donc aujourd'hui nous on structure 7 contrats impact social ou co-structure. Donc on co-structure article 1 avec Citizen Capital, on co-structure la fondation d'Auteuil avec Cois Invest. On a structuré le premier contrat impact social de l'ADI qui est sorti, lancé, signé. C'est le premier qui a été fait en France aujourd'hui, qui a été lancé en mai 2017. Donc on a WeMove, on a SNC que j'ai vu tout à l'heure dans la salle. Voilà, donc on en a plusieurs sur le feu et on espère que c'est un produit qui va prendre de l'ampleur. Merci Maha. Et alors donc chez Citizen, qu'est-ce qui vous a motivé, Laurence, à vous lancer aussi dans l'aventure du contrat impact social ? Il y a eu plusieurs motivations. Au départ, je pense qu'il y a une motivation intellectuelle très forte parce qu'on a découvert cette innovation financière venant de Grande-Bretagne et il y a eu beaucoup d'enthousiasme parce que ça répondait à beaucoup de
questions restées en suspens, notamment pour des associations, le fait d'avoir une visibilité financière sur plusieurs années, le fait de travailler sur l'efficacité de l'euro investi dont vous parliez, où il y a des gens autour de la table qui sont très différents. Et moi c'est ce qui m'excitait le plus, je pense, au départ, c'est la diversité des personnes autour de la table et de se mettre à travailler durablement avec l'État, investisseurs, opérateurs sociaux. C'est extrêmement riche. Et pour moi, c'est potentiellement un levier de changement de la vision de l'État-providence. C'est une contribution à la façon dont l'État, quel est le rôle de l'État demain. Et puis ensuite, ça a beaucoup été la rencontre avec Article 1. Je pense qu'on a eu envie d'expérimenter ça ensemble. Et puis nous, on s'est dit, ça, a priori, à première vue, ça sort complètement de notre métier d'investisseurs en fonds propres. Mais en fait, on a considéré que c'était dans le prolongement de ce qu'on faisait déjà, c'est-à-dire de la structuration financière, c'est ce qu'on fait tous les jours avec des entreprises. On a affaire à des entrepreneurs, en fait, même si c'est des dirigeants d'associations qui sont des vrais entrepreneurs, qui ont une vision de changement d'échelle qui est une logique assez similaire à une entreprise à but lucratif. Et puis, il y a une structuration de l'impact social qu'on fait aussi tous les jours avec une méthodologie de mesure d'impact sur laquelle d'ailleurs Kimso nous a accompagnés. Il y a un monopole là. Et donc c'était assez naturel. Bon, après, c'est Mohamed Abdeslam ici qui est dans la salle qui a beaucoup travaillé avec Maha et Anita et d'autres sur le projet. Je pense qu'ils ne sont pas loin des 70 réunions. Et il y a quand même des questions qui se posent aujourd'hui, je pense, sur la motivation de l'État. Elle n'est pas encore complètement claire et l'État est totalement déterminant, en tout cas dans le modèle qu'on pense aujourd'hui, dans lequel on travaille. Et puis, il y a un enjeu sans doute de simplification. Maha a expliqué que c'est quand même très chronophage. Et donc, il pose aussi une question de modèle économique. Et donc, il y a certainement une réflexion sur ces premiers enseignements, ces 7 ou 8. À un moment, on va en tirer des enseignements pour peut-être simplifier. Standardiser davantage les contrats d'impact. Ouais, même s'il sera toujours sur mesure. Mais... Merci Laurence. Donc, Marie-Élodie, en fait, vous aussi, COIS, vous êtes structurateur de contrats d'impact social en France. Et vous avez développé aussi une activité sur les projets à l'international, donc les DIB, Development Impact Bonds, contrats à impact de développement. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Barbare. Oui, donc effectivement, en parallèle de nos activités d'investissement, on a voulu développer des mécanismes pour pouvoir financer justement des acteurs du secteur associatif. Et en plus, cerise sur le gâteau, si on pouvait le faire de façon pluriannuelle, on trouvait que c'était encore mieux. Et donc, on s'est intéressé très rapidement au mécanisme de contrat impact social lorsque le premier est sorti, donc effectivement au Royaume-Uni en 2010. Et donc, on a regardé en fait ce mécanisme de près et on a été les premiers à lancer les contrats impact social en Europe continentale en lançant le contrat en 2014 Duo for a Job, qui est un contrat qui en fait vise à financer une association qui met en place du mentoring pour des jeunes immigrés de première génération pour les aider dans leur recherche d'emploi. Donc, fort de cette expérience avec ce premier contrat impact social en 2014, on en a développé un deuxième en Belgique et on travaille effectivement actuellement sur 2 contrats impact social en France, dont l'un avec Maha pour la Fondation d'Auteuil et un deuxième qui est en cours de développement avec Médecins du Monde. Mais là, je suis hors sujet, donc je vais revenir sur la question qu'on m'a posée. Donc, fort de cette expérience sur les contrats impact social, on a été sollicité par des porteurs de projets à l'international pour voir de quelle manière on pourrait développer des contrats impact de développement ou des contrats impact humanitaire. Je mets les deux dans le même sac parce que leurs caractéristiques sont communes. Donc peut-être en préambule, donc aujourd'hui il existe 4 Development Impact Bonds au monde, dont un qui finance des producteurs de cacao et de café en Amazonie péruvienne, 2 en Inde qui portent sur l'éducation des petites filles et sur la santé post-accouchement des mamans comme des nourrissons, et enfin celui qu'on a structuré pour le compte du Comité international
internationale, la Croix-Rouge, qui a donc une particularité, c'est que c'est un contrat impact humanitaire. C'est le plus gros du marché, car il a levé 26 millions de francs suisses, c'est à peu près le même montant donc en euros, et qui en fait vise à développer des projets de réadaptation physique dans 3 pays africains que sont le Mali, le Nigeria et la RDC, République démocratique du Congo. Donc projet qui est financé sur 5 ans et qui à la fois va aider à construire donc des centres de réadaptation physique dans ces pays, mais aussi former des personnels à l'orthopédie en local, de manière à pérenniser en fait les activités dans ces pays qui manquent cruellement en fait de personnel et de locaux pour pouvoir effectuer les soins dans ces domaines. Donc on parlait tout à l'heure de standardisation et donc de longueur des procédures. Pour vous donner une petite idée donc sur les contrats impact social en Belgique, on est sur des moyennes de développement de 6 mois. Sur un contrat comme le contrat CICR, on a mis 2 ans et demi. C'est également, donc, on essuie un peu les plâtres dans ce domaine. Donc, peut-être pour un tout petit peu de pédagogie, la principale différence, vous l'aurez compris, entre un contrat impact social et un contrat impact de développement, c'est que les lieux d'intervention se trouvent dans les pays en voie de développement. Mais il y a aussi une différence majeure sur les acteurs qui vont venir se porter comme étant payeurs final. Donc, dans le cadre d'économies développées comme la France, on va effectivement trouver des partenaires publics, des ministères ou des collectivités territoriales qui vont venir se positionner comme payeurs finaux, qui en général donc, sont les bénéficiaires directs d'une intervention qui fonctionne dans le domaine en question. Là, c'est un peu plus compliqué. Donc, on a effectivement des pays qui ne sont pas très stables politiquement et qui n'ont pas une solidité financière énorme non plus. Donc là, on va aller plutôt chercher des agences d'aide au développement, des ministères des Affaires étrangères, mais aussi des grandes fondations philanthropiques, que ce soit des fondations donc de grandes familles telles que Gates, etc., mais également des fondations corporate. Donc, par exemple, à titre d'exemple, sur le CICR, on a réuni autour de la table les agences d'aide au développement de 4 grands pays européens, la Suisse, la Belgique, l'Italie et le Royaume-Uni, et également la fondation corporate de la banque catalane, la Caixa. Voilà, donc ça c'est donc le premier contrat impact développement qu'on a lancé, et pour vous donner peut-être un petit aperçu des projets qu'on a aujourd'hui dans le pipeline, on a un projet qui est en finalisation de structuration et qui rentre dans la phase de levée de fonds, qui vise à financer les moyens d'existence des réfugiés syriens qui sont aujourd'hui en Jordanie et au Liban dans des camps de réfugiés. Ça, c'est l'autre projet le plus avancé que l'on a actuellement. Et enfin, on fait un certain nombre d'études de faisabilité, parce qu'il y a la structuration, mais souvent, il faut aussi passer par la phase d'études de faisabilité pour voir si ça a du sens ou non pour un projet en particulier de développer un contrat impact social ou développement. On reviendra sur ce sujet-là dans une question ultérieure, je pense. Mais donc, on développe aussi un certain nombre d'études de faisabilité sur des projets tels que la tuberculose en Éthiopie ou la gestion de l'hygiène menstruelle pour les petites filles en Inde. Voilà, 2 exemples parmi d'autres. Ça reste encore un domaine à défricher. Aujourd'hui, il y a plus d'une vingtaine de projets qui sont en cours de développement à travers le monde. Donc, on espère en voir d'autres sortir, mais clairement, la mise à l'échelle est donc probablement plus difficile que dans le cas des contrats impact social, puisqu'aujourd'hui, on a environ 110 contrats impact social dans le monde, et comme je le disais tout à l'heure, simplement 4 contrats impact de développement. Merci Marie-Élodie. Alors, le contrat impact social, il a aussi ses détracteurs, qui voient donc un risque de financiarisation du secteur associatif. Selon vous, quels sont les risques, les limites, les dérives auxquelles il faut faire attention et comment les encadrer ? Je pense qu'on en a parlé d'un certain nombre déjà. Le côté chronophage du contrat impact social, ça très clairement, c'est quelque chose qui sera sans doute résolu plus on aura pratiqué le contrat impact social et plus on aura aussi construit une expertise sur le contrat impact social. Le terme expertise est important parce que c'est vrai, ça s'adresse à des structures qui sont matures et qui ont la capacité en fait et financière, parce qu'aujourd'hui, vous l'aurez compris, on travaille tous sans avoir vu les euros sur notre compte en banque. Recherche et développement. Voilà, donc exactement, c'est de la R&D, mais qui est le cas aussi pour nos structurateurs. Donc il faut le reconnaître aussi. C'est de la R&D qui fait qu'il faut avoir de la trésorerie. Ça fait 2 ans qu'on travaille dessus. J'imagine que pour toi, c'est la même chose.
Et il faut avoir la capacité, la maturité de pouvoir aussi comprendre le jargon dont tu parlais tout à l'heure, de comprendre les outils juridiques et financiers. Donc ça, c'est quelque chose aussi qu'il faut prendre en compte, la pédagogie. C'est pas vraiment une dérive, mais c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. Après, on essuie les plâtres. Ça aussi, c'est un terme qui est beaucoup revenu. Je l'ai entendu plusieurs fois, donc je pense qu'il faut se dire que ça va pouvoir s'améliorer. Nous, on ne voit pas le contrat impact social comme un défaussement de l'État. Il ne faut pas que ça arrive à ça, très clairement. L'idée, c'est pas d'avoir une démission du financement public, c'est peut-être de l'envisager sous un autre angle. Et là, il y a des choses à faire, en effet, sur, par exemple, quelque chose dont on a beaucoup parlé, c'était de voir s'il pouvait y avoir un fonds commun des différents ministères ou de différents acteurs publics pour financer le contrat impact social. Ça, c'est quelque chose qui aurait aussi permis de faciliter le fonctionnement du CIS. Sans pour autant que l'État se défausse par ailleurs d'autres subventions d'associations. Il se pose la question de la question juridique aussi. Il y a des changements peut-être réglementaires à faire pour pouvoir faciliter et mettre en place des outils juridiques qui conviendraient mieux au contrat impact social et qui permettraient aussi d'être moins lourds pour les associations. La vraie question qui se pose très clairement, c'est le CIS et après. Nous, dans notre cas, il y a très peu de contrats impact social sur l'éducation, donc il y a sans doute une raison, on va se poser la question. Et après, en théorie, dans la théorie du contrat impact social, l'État ou la structure publique est censé reprendre à son compte ou pérenniser le programme si le programme fonctionne. Ça peut être par une délégation de service public, ça peut être par différents moyens, et on l'a très très peu vu. Et on se pose la question de ça. Et puis évidemment, je parlais de pédagogie tout à l'heure, il y a une vraie pédagogie à faire au niveau de la puissance publique. Nous, on l'a vu au niveau du ministère de l'Agriculture, qui a mis en place énormément qui a donné beaucoup de son temps sur le CIS, notamment pour l'accès aux données. Parce qu'en fait, il y avait un certain nombre de données que le ministère n'avait pas et dont on avait besoin pour justement pouvoir calculer notre impact et les remboursements. La valeur ajoutée du contrat impact social porte aussi là-dessus. C'est que c'est une manière pour nous de participer à une modernisation de l'État aussi. Dans le cas du ministère de l'Agriculture, maintenant, ils auront des données sur leurs jeunes boursiers, pour toujours, a priori. Donc, pour nous, ça, c'est déjà une victoire et un impact en soi. Par contre, ça pose la question du vrai coût du contrat impact social, parce qu'il faudrait en effet compter le nombre d'heures qu'ils ont passé à faire ça, le nombre d'heures que nous avons passé, et vraiment se demander quelle est la rentabilité au final du contrat impact social. Mais comme le disait Laurence, on le verra au fur et à mesure des évaluations des contrats existants. Vous partagez les mêmes constats ? Oui, complètement. En complément, rappelez quand même que les porteurs de projets, pour l'opérateur social, c'est une opération sans risque financier. Nous, de notre côté, on prend un risque, j'allais dire, de réputation. On met nos tripes sur la table et puis notre énergie. Mais derrière, on a des investisseurs qui, eux, prennent le risque financier. Du côté de l'État, j'allais dire, c'est pour eux une façon de légitimer des investissements importants dans l'action sociale ou dans d'autres domaines à partir du moment où ils ont démontré l'efficacité des deniers publics. Donc ça leur donne toute latitude, toute facilité en termes de communication à justifier du pourquoi de leurs investissements, puisqu'ils ont déjà démontré qu'ils ont investi uniquement parce que ça a fonctionné. Donc pour eux, en ces temps de disette, c'est aussi une façon d'investir dans des projets d'importance. Et pour nous, le contrat impact social, ça doit rester premièrement sur de l'innovation, pour venir démontrer que quelque chose de nouveau, quelque chose qui change a un impact différent et venir le mesurer. Ça ne doit pas devenir, à l'inverse, le mode de financement classique des structures, égal, au lieu de donner des subventions, on fait des mini-contrats impact social. Alors même si on va vers une simplification certainement administrative, nous aujourd'hui on a 3 payeurs, on a 4 investisseurs, 3 payeurs, donc 3 ministères. Là, ça fait 3 mois qu'ils cherchent comment se confier les fonds les uns aux autres. Donc nous, pendant ce temps-là, on fait la trésor. Donc il y a de la simplification. Du côté des investisseurs, c'est riche d'avoir des partenaires, plusieurs partenaires autour de la table. Mais par contre, en termes de juridique, quand on a 9 parties prenantes, un évaluateur, je remercie Kimso évidemment, avec qui qu'on a choisi, non pas parce qu'ils ont le monopole,
parce qu'ils ne l'ont pas, mais parce qu'on avait envie de travailler avec eux sur la mesure, on a 9 parties prenantes. Voilà, ça rajoute des couches de juridiques, ça rajoute des juristes autour de la table, et donc ça ne simplifie pas les choses. Donc voilà, pour nous, le risque, il est que d'un coup, ça devienne le truc magique, sachant qu'on n'a pas encore vu les résultats des premiers contrats, donc il faut aussi se laisser le temps aux opérateurs comme nous de faire les actions, aux évaluateurs de les évaluer, et derrière de pouvoir dire est-ce que ça a fonctionné ou pas. Surtout qu'on est sur des projets, nous, assez courts, on est sur de l'emploi, on est sur une période d'1 an. Si on imagine des contrats impact social avec des impacts sur sur les personnes âgées, le fait par exemple de retarder l'arrivée à la maison de retraite, là, va falloir se donner peut-être un peu plus de 5 ans ou 10 ans pour avoir les résultats de ces politiques-là. Donc il faut aussi laisser au contrat impact social le temps de montrer que ça peut fonctionner, et surtout ne pas en faire un outil systématique. Ça prend trop de temps, ça mobilise des financements. Il faut que ça reste sur des montants importants, et en France, les montants des contrats impact social sont ridicules. C'est des montants de subventions qui sont très importants pour nous, les porteurs, mais si on compare avec les pays anglo-saxons et les millions d'euros qui peuvent être mis sur un seul contrat, en France, ils ont voulu commencer doucement et faire la preuve de l'exemple. J'espère que ça permettra de mobiliser plus de fonds. Merci Anne. Voilà. Alors, avant de passer la parole à la salle, juste peut-être une dernière question pour savoir, en fait, si on prend un peu de recul, dans votre rêve le plus fou, qu'est-ce qu'il faudrait mobiliser pour que l'impact investing tienne ses promesses dans les prochaines années ? Il manque de l'early stage, comme disait Laurence tout à l'heure, des fonds qui permettent d'amorcer les structures. Il faut qu'on démontre que ce secteur est moins risqué, je pense, mais à minima aussi peu risqué que le reste, donc à peu près à égalité. Donc ça, c'est une démonstration qu'il faut faire. Il faut arriver à faire en sorte que la mesure d'impact soit centrale. Alors, arriver à résoudre le dilemme entre du sur-mesure et de la standardisation. C'est pas facile, mais je pense que c'est quelque chose qu'il faut résoudre, parce que moi, mon rêve le plus fou, ce serait que soit que toutes les entreprises soient des entreprises sociales à terme, soit qu'on puisse évaluer toutes les entreprises avec toujours le double regard de la performance financière et de la performance sociale. Bon, la question n'est pas évidente. Je suis tout à fait d'accord avec ce que tu viens de dire, Maha. Moi, j'aurais tendance à dire, il faut que le marché se développe, notre marché, c'est-à-dire le nombre d'entreprises qui considèrent, qui sont déterminées à intégrer des objectifs, enfin à transformer le monde. Et ça reste une petite minorité, même s'il y a une génération d'entrepreneurs aujourd'hui clairement qui se lèvent le matin et qui utilisent leur entreprise pour changer quelque chose qu'ils estiment tourner par rond. Mais ça reste très très minoritaire. Et si on veut un jour grandir, il faut aussi que les entrepreneurs changent de paradigme dans la façon dont ils conçoivent l'entreprise. Le deuxième sujet, c'est la notion de normes. On a, nous, une petite pression de nos investisseurs qui disent « ça serait bien que sur vos évaluations d'impact, vous ayez quelques données qu'on peut consolider, qui ont, eux, besoin de transmettre à leurs investisseurs, in fine, pour communiquer. Et avec une tentation, un peu comme on l'a fait avec la RSE historiquement, à consolider plein de données. Et en fait, ce n'est pas la nature de l'évaluation de l'impact qui est très spécifique. Nous, en fonction, chez Ulule, qui est d'ailleurs partenaire de BNP, ou chez Open Classroom, on ne va pas du tout être sur les mêmes types d'indicateurs. Et même si on est sur un indicateur lié à l'emploi, par exemple, ça ne va pas du tout être le même suivant qu'on est sur de l'insertion, sur tel ou tel secteur dans l'emploi. Donc c'est très complexe à normer et c'est un peu un risque. Mais en même temps, il me semble qu'il faut un cadre sur qu'est-ce que l'impact investing. Ce n'est pas si clair que ça, finalement, aujourd'hui. Est-ce que l'impact investing, ça concerne aussi l'univers du côté et puis, quel est le rôle de l'actionnaire? Enfin, je trouve que la question de l'entreprise à mission est très bien posée. Moi, ça me donne beaucoup d'espoir. Je pense que ça crée une petit quelque chose dans la tête de beaucoup de gens. Et ça va poser aussi des questions aux motivations des investisseurs.
Pour ne pas être redondante, parce que je suis entièrement en ligne avec tout ce que vous avez dit, je vais essayer de prendre la question sous l'angle plus développement. Donc, il y a aujourd'hui clairement une opportunité, grâce à l'impact investing et l'investissement plus large, de venir contribuer donc à la résolution de grandes problématiques de développement et humanitaire. On le voit d'ailleurs depuis le lancement de l'agenda 2030 de l'ONU et les objectifs de développement durable. On voit beaucoup d'entreprises qui s'investissent proactivement pour essayer d'apporter leur pierre à l'édifice dans la résolution de toutes ces problématiques. Mais je pense qu'effectivement, pour un peu libérer les fonds et permettre donc davantage d'impact au niveau du développement, il y a deux possibilités. Donc, il y a davantage développer les Development Impact Bonds et pour reprendre ce que vous disiez, en essayant de standardiser et de simplifier et pourquoi pas en mettant en place des fonds de paiement aux résultats pour rendre les processus de structuration moins chronophages. Mais aussi, il y a toute la mouvance de ce qui est blended finance, donc financement mixte, où on va en fait prendre des fonds public pour essayer d'attirer les capitaux privés. Donc on est dans la démarche totalement inverse du contrat impact social où finalement c'est les investisseurs privés qui vont venir porter le risque et l'État qui vient rembourser in fine. Là c'est l'État qui vient dérisquer pour attirer et démultiplier les fonds qui vont venir pour résoudre des problématiques. Voilà, donc ça c'est quelques pistes si on veut que l'impact investing reste pas juste un sujet à la mode et niche et devienne quelque chose de plus général et plus accessible à tout type d'investisseurs. Merci beaucoup à toutes les 5. Alors là, on a un temps de questions-réponses de 10 minutes, 10-15 minutes. Donc voilà, les deux micros qui vont circuler. Vous pouvez lever la main, comme ça on vous repère. Voilà. Arthur, première question, merci. Ok, merci. Bonjour, Arthur Gauthier, donc de la chaire philanthropie à l'ESSEC. Je vous remercie pour ce panel avec super témoignages. J'avais une question plus précisément pour Citizen Capital et pour Coïs sur la partie Venture Capital. Est-ce que vous pouvez parler très rapidement de vos sorties? Qui, en fait, rachètent vos participations dans les entreprises? Est-ce que c'est plutôt d'autres fonds à impact plus gros? Est-ce que c'est peut-être des financeurs classiques de l'économie? Est-ce que c'est les entrepreneurs à qui vous revendez éventuellement les participations? Vous pouvez nous parler un peu de à qui vous avez revendu les sorties ou vous comptez le faire? Alors nous, on a fait 2 sorties par le haut. Je ne vais pas parler des sorties par l'échec, mais on a fait 2 sorties par le haut qui, toutes les deux, se sont adossées à des industriels, donc des entreprises plus importantes qui les ont achetées. En général, le dirigeant, ça a été, enfin, dans les 2 cas, c'était le choix du dirigeant. Dans un cas, pour aller à l'international, et dans l'autre cas, pour être tête de pont pour ce grand groupe en Afrique où il se développait très fort. Donc on n'a pas énormément de variété d'expériences et on n'a pas énormément de recul, même si on a déjà 10 ans, mais les cycles de l'investissement sont longs, puisqu'en général on reste au moins 4-5 ans. Et la question qu'on se pose aujourd'hui et qui rentre dans la question du rôle de l'actionnaire, c'est quid si demain un acquéreur donne une valeur financière et mieux disant, mais ne valorise pas l'impact et la démarche de l'entreprise, le positionnement dans l'entreprise en termes d'engagement. Et inversement, on a une offre un peu moins disante d'une... Ça, c'est une question à laquelle on n'a pas encore été confronté. La logique sur le papier, c'est que forcément, ça fait partie de la valeur. Et nous, c'est ce qu'on essaye de construire durant les années où on est là, c'est de construire une valeur qui est assez ancrée dans la culture et dans le business model de l'entreprise pour que l'acquéreur achète ça aussi. Alors un peu à l'instar de ce que vient de dire Laurence, donc on a une toute petite dizaine d'années et en tous les cas sur la partie fonds, on est plus en train d'investir l'argent qui nous a été confié, en train de le déployer plutôt qu'être en train de réfléchir aux sorties, mais ça reste néanmoins une question très valide et notamment notre portefeuille d'investissement direct, on a effectué effectivement quelques sorties, on a plutôt vendu à des fonds ou à des investisseurs institutionnels, mais de façon
général, pour reprendre ce que disait Maha tout à l'heure, on est vraiment aussi dans des domaines où on doit avoir du capital patient et on est effectivement sur des cycles d'investissement qui sont peut-être un peu plus longs que les cycles d'investissement classiques et ça c'est un des facteurs qu'il faut prendre en compte lorsqu'on se lance dans l'impact investing. Oui, il faut appuyer sur le... D'accord, ça marche, merci. Oui, bonjour, j'avais 2 questions. Alors la première, c'est sur le contrat impact social et donc le fait que ça prend beaucoup de temps là, à mettre en place parce que c'est nouveau. Je voudrais juste savoir dans les différents partenaires, ce que je comprends, c'est que c'est quand même plutôt au niveau de l'autorité publique qu'il y a beaucoup de lenteur et que les autres acteurs sont quand même beaucoup plus motivés pour avancer très vite. Donc c'est pour avoir cette confirmation. Et la deuxième question, c'est sur les enjeux donc, de court terme versus long terme. Donc on a bien compris que sur le plan financier, le fait de chercher un rendement à court terme en général est un peu au détriment du rendement à long terme. Et est-ce que c'est la même chose sur le plan social? C'est-à-dire est-ce que entre, je sais pas, sous un an, commencer à obtenir des résultats, ça peut se faire au détriment d'un impact social positif sur du plus long terme? Voilà. Pas sûr, vous avez... Qui veut répondre? La deuxième, un peu précise. La deuxième, il faudra un peu spécifier. Donc les lenteurs, on ne va pas quand même tout mettre sur le rôle, sur le dos de l'État qui n'est pas là aujourd'hui. C'est quand même, c'est plus la mise en accord de tout le monde qui prend du temps en fait. C'est que chacun qui vient avec des objectifs et finalement des rêves différents. C'est de se dire, le porteur de projet, il veut mettre cet impact en avant, et il pense pouvoir réaliser ça. L'acteur public veut rendre quelque chose d'ultra parfois ambitieux par rapport au fait de justifier que les deniers publics iront sur tel ou tel impact. Les investisseurs veulent diminuer leurs risques. Donc on a en fait c'est une conjonction de facteurs qui fait que les négociations prennent du temps et ces négociations, elles sont le cœur du contrat, c'est-à-dire qu'on négocie les termes du contrat. Donc tant que ça c'est pas mis en place, il peut pas y avoir de contrat en fait. Donc pour moi c'est ça qui prend du temps. Oui, et puis peut-être pour illustrer, par exemple, la structuration juridique, on est dans des situations où on est en train de réfléchir à l'émission de prêts, d'obligations. Ça, c'est clairement juste le fait d'inventer quelque chose qui n'existe pas. Et surtout, nous, de se retrouver dans une situation où on doit réfléchir à émettre des obligations en tant qu'association. C'est un exemple tout bête qui fait qu'on a des avocats qui doivent plancher dessus, voir quels sont les impacts pour nous, comment est-ce que ça peut se faire avec les différents investisseurs. Et juste ça prend du temps. Et puis sur la deuxième question, si je l'ai comprise, je pense que c'est plutôt en amont dans les choix de ce qu'on a mis derrière le contrat impact social que ça s'est posé. De se dire est-ce qu'on va sur des projets en fait où l'impact se mesurera plutôt sur le long terme ou pas. Et là en effet il y avait un principe de réalité qui était de se dire on ne peut pas tenir des investisseurs sur des projets de 10 ans. Et donc on ira plutôt choisir des projets où on pense pouvoir voir un impact sur le très court terme. Après la question se pose pour toutes nos actions. Nous, quand on aide des jeunes de milieux populaires à aller plus loin, à persévérer dans leurs études et ensuite à s'insérer professionnellement, on ne sait pas finalement si au final ils ne sont pas victimes de plafond de verre après à terme. Et donc du coup, si notre action a eu un impact sur le très long terme, sur leur vie, alors on peut le mesurer, mais du coup ça se mesure sur des durées beaucoup plus longues. Donc je ne sais pas si j'ai répondu à votre question comme je l'ai comprise en tout cas. Mais... Juste pour compléter, je pense que nous, on a un biais, c'est que d'habitude, quand on gagne un appel à projet, après, ça se met en place tout de suite. Et là, on a déposé donc notre projet et on n'a pas compris tout de suite que finalement le projet en lui-même, on allait le remettre sur la table. Les indicateurs qui étaient proposés répondaient mais pas complètement. Voilà, la période de candidature, elle a été faite à l'aveugle. On n'a pas eu d'échange avec l'État. Personne ne savait ce que c'était un contrat impact social. On a répondu, on a imaginé des choses et on a été sélectionné. On s'est dit c'est cool, on a gagné, on va y aller. Et en fait, non, voilà. Donc on a mis un peu de temps à comprendre qu'il allait falloir finalement reprendre le projet, le re-questionner, le remettre sur la table. Et je pense que c'est la moitié du parcours qu'on a fait depuis la sélection de l'appel à projet, de remettre les choses à plat de façon à ce qu'elles soient quantifiables, mesurables et que tout le monde ait bien compris la même chose parce que nous aussi on a un jargon, les 4 parties prenantes ils ont un jargon et le temps qu'on soit sûr d'avoir bien compris, ça aussi ça prend du temps. Mais je pense que nous on avait ce biais-là aussi.
Merci. Encore une question au fond. Oui, bonjour. Donc, Ranzy Café, cofondatrice et présidente de Mobile Douche. Je m'adresse à Madame Anita Kirpalani. Bonjour. Je suis moi-même sur le terrain. Vous êtes bien sûr tout ce qui touche enseignement, si j'ai bien compris, etc. Je voulais savoir si vous étiez au courant que nous avions des jeunes dans la rue, des collégiens, des lycéens, des jeunes qui sont en études supérieures et qui sont donc aujourd'hui SDF. Est-ce que dans vos actions, vous avez une place pour eux, pour les jeunes que nous suivons? Nous en avons 27 aujourd'hui, mais ça continue de croître. Alors, je suis au courant que ça existe, bien sûr. Après, chaque structure doit travailler sur... on ne peut pas tout faire, en fait. Et il y a plein de structures qui ont des réponses à vos besoins. Je ne suis pas sûre que nous, on en aura, mais on peut discuter là-dessus. Nous, on travaille vraiment sur des jeunes qui sont en études. Donc des jeunes qui sont déjà en études et qu'on pousse à aller plus loin. Donc ça, c'est notre cœur de métier. Après, on est vraiment, surtout dans le cadre de la fusion, dans une optique où on veut mettre à disposition tous les outils qu'on a développés, tout le savoir-faire qu'on a développé, pour pouvoir le mettre à disposition d'autres associations qui veulent faire la même chose. Je donne un exemple. Nous, on a développé, on a une très forte expertise sur le mentorat. L'idée, c'est de pouvoir le mettre à disposition de plus petites associations, par exemple, qui sont sur des territoires où il n'y a pas du tout de mentorat. Et on peut leur donner nos outils et voilà, le faire. On l'a fait avec des associations basées à l'étranger où on a tout donné. Voilà. Sur l'orientation, on a développé une plateforme qui était pour nos jeunes à nous de milieu populaire et qui aujourd'hui est ouverte à tous les jeunes lycéens. On est vraiment dans cette optique-là. Alors, il faudrait que vous m'en disiez plus et on se parlera après. Mais si ce n'est pas nous, il y a peut-être d'autres structures qui peuvent vous aider. Malheureusement, nous, on a dû faire aussi des choix sur ce qu'on fait. Mais je serais ravie d'en savoir plus sur ce que vous faites et de voir ce qu'on peut faire ensemble. Des structures spécialisées dans le logement, en fait, dans le logement social, des AFEV, je sais, qui proposent des logements pour les étudiants, Habitat Humanisme. Oui, voilà, je propose qu'on en parle effectivement juste après, parce qu'on est un petit peu en dehors du cadre du sujet. De toute façon, l'heure tourne, donc là, on va clôturer la table ronde et les échanges pourront se poursuivre lors du panier repas. Juste peut-être en conclusion de cette table ronde, on peut peut-être retenir trois messages clés. Le premier, c'est qu'en fait, l'Impact Investing propose un cadre de référence. Donc, il s'agit d'investir dans une entreprise qui a une mission sociale et un retour sur investissement. Mais derrière ce cadre, en fait, il y a des réalités qui sont très différentes. On l'a vu tout à l'heure, à la fois en termes de modèle économique des structures qui sont financées, en termes de retour sur investissement attendu, de réinvestissement du bénéfice dans le projet social ou non, et de la prise de risque, comme l'évoquait Maha. Deuxième idée, c'est qu'en fait, avec le contrat impact social, en fait, on permet à des associations qui n'ont pas forcément accès à l'investissement impact de financer des expérimentations et potentiellement de changer d'échelle. Et enfin, la mesure d'impact, vous en avez parlé, est devenue assez centrale, mais elle ne doit pas pour autant être totalement normalisée. Il faut accepter une spécificité des indicateurs en fonction des objectifs de l'entreprise et de ses publics. Voilà. Je tenais vraiment à dire un grand merci à l'ensemble de nos participants. Je pense qu'on peut les applaudir. Donc juste au point de vue pratique, donc il y a des paniers repas qui vous attendent. Vous avez des plaquettes de performance sociale qui sont faites par BNP Paribas Asset Management qui vous montrent des indicateurs d'impact investing. Et vous avez encore des tablettes de chocolat que je vois d'ici. Donc n'hésitez pas à regarder sous vos sièges des tablettes de chocolat de Café Michel bio et éthique.